Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez L'œil de Moumou sur le canal 165 de la Freebox, sur YouTube, sur Molotov ou encore sur notre site internet lemediatv.fr, et c'est parti pour ce nouvel épisode de L'œil de Moumou. Bonjour Moumou, ça va? Alors qu'est-ce que tu nous as concocté justement pour ce nouvel épisode? Eh bien, on va commencer par un préambule. Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous, et puis ravi, chère Amina, de t'accueillir sur ce plateau. Merci. Je suis très content d'être avec toi. On va commencer par les préambules, puisqu'avant les tops et les flops, c'est une tradition maintenant. Il y a ce qu'on appelle le préambule, c'est en gros des choses qu'on n'arrive pas trop à caser ailleurs, ou alors qui sont tellement extraordinaires que, voilà, on leur consacre une rubrique particulière. Et là, ça va être, on va commencer par le Figaro, et Bruno Retailleau. C'est Bruno Retailleau, en fait, qui m'a... Alors c'est en arrivant aux médias que j'ai vu passer un retweet, une sorte de retweet, enfin un commentaire très positif de Retailleau qui félicitait en gros le Figaro et ses services. Donc le Figaro a fait un super papier, un scoop, une révélation, une info, le Figaro, sur la manière dont l'immigration est gérée par la place Beauvau, et de manière évidemment extraordinaire. Donc je suis allé voir, j'ai regardé, et c'est ce qu'on appelle le journalisme de cabinet, ou de ministère, ou de préfecture. Et vous allez voir, c'est assez exceptionnel. Ça se passe en 3 temps. On va voir à l'image. Dans un premier temps, le Figaro sort donc son info exclusive. Ils ont obtenu des super informations, et évidemment, Retailleau cartonne sur l'immigration, cartonne sur la non-régularisation, sur le fait de faire traîner des dossiers de régularisation pour les gens qui ont a priori le droit, qui au moins ont le droit à ce que leur dossier soit étudié dans des délais assez courts. Mais la chasse aux immigrés, la chasse aux clandestins, c'est les trucs de Retailleau. Et dans un deuxième temps, donc, comme je vous le disais, Retailleau va rebalancer l'information en disant merci au service du ministère, nanana. Et puis, je suis allé voir le fameux papier et regardez, on va revoir à la loupe cette fois-ci, quelle est la source du Figaro. En fait, la source du Figaro, c'est une note ministérielle. Donc, on peut imaginer que ça vient de Beauvau. Donc, je prends ma respiration. La note de Beauvau, des services de Retailleau, va être envoyée potentiellement, je n'en ai pas la preuve, mais enfin, va être envoyé au Figaro qui va en faire un scoop en disant que tout va bien et que c'est formidable, Retailleau est un génie, un présidentiable en puissance, que Retailleau va lui-même retweeter sur les réseaux sociaux en disant « Ah là là, regardez, le Figaro dit du bien de ma politique ». Bref, on est dans un truc complètement dingue. Alors, je suis, moi, pour l'économie circulaire. Je veux dire, en écologie, c'est parfait. Pour la protection de l'environnement, mais enfin là, dans le journalisme, ça marche pas comme ça. Alors, l'autre chose... J'aime bien aussi les droits de suite. On avait parlé de la pieuvre de Rachel Kahn. Rachel Kahn avait imagé l'Iran au Moyen-Orient comme une espèce de pieuvre. Elle avait mis l'image d'une pieuvre qui nous rappelait évidemment le Troisième Reich et l'antisémitisme des années 30, de l'avant-guerre, ou de l'entre-deux-guerres plutôt. Et elle l'a retiré. Elle l'a retirée parce que c'était intenable. Tiens, d'ailleurs, puisqu'elle l'a retirée, on va la revoir. Hop, je vous la remontre. Elle l'a retirée, elle a présenté des excuses sur une radio communautariste, évidemment, donc acquise à sa cause, et elle va expliquer qu'en fait, elle était victime de pression de gens comme Mathilde Panot, des réseaux sociaux, patati patata, et que surtout, je vous laisse écouter. Vous vouliez parler d'une aventure qui vous est arrivée sur les réseaux sociaux, oui, je crois. Absolument. Il nous reste 45 secondes pour en parler. 45 secondes. L'ensemble des experts de la guerre, des experts militaires et de défense parlent d'une pieuvre lorsqu'ils parlent des terroristes, et notamment la tête de la pieuvre qui est l'Iran. Je l'ai posté sur les réseaux sociaux. Alors tout d'un coup, la France insoumise, Mathilde Panot, s'est réveillée en disant que la pieuvre, c'était le symbole de l'antisémitisme et du complotisme. Moi, je voulais simplement dire que le terrorisme aujourd'hui n'est pas accusé parce que le droit international est incompétent pour accuser une pieuvre. Rachel Kahn, complotiste, on en rêve, on préfère en rire. Je ne l'avais pas prévu. Et antisémite, pour ne rien gâcher. Et donc elle explique, et évidemment le journaliste copain sur le plateau va lui dire imaginez qu'elle est complotiste, Rachel Kahn, oui elle est complotiste, évidemment qu'elle est complotiste. Quand on va imaginer que dans un taxi, un
chauffeur arabe va mettre des sourates et du Coran, des choses qui appellent... Ça a été filmé en plus. Alors oui, alors comme j'avais pas la preuve exacte, j'ai préféré prendre un peu de distance. Mais enfin, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ressemble, qui ressemble à ça. On a eu en tout cas la confirmation par le comité de déontologie journalistique que c'est impossible, évidemment, qu'on ait appelé à éradiquer Israël alors que le Coran est bien antérieur à la création d'Israël. Et donc, elle a menti et que c'est au moins une mytho et une complotiste, puisqu'elle pense qu'il y a un complot contre les Juifs, un complot du monde arabe entier contre les Juifs. Donc oui, c'est une complotiste, je l'affirme une nouvelle fois. Il y a par contre une bonne nouvelle, je pense que tu l'as vu passer. Oui, j'ai vu passer. Ouais, et je la partage. Elle est belle, hein. Elle est belle celle-là. C'est une bonne nouvelle pour l'audiovisuel public, pour le service public de l'information et puis du divertissement, parce qu'il y a aussi France Musique, il y a plein de chaînes formidables. Beaucoup de journalistes. Absolument, c'est le rejet du projet de casse fomenté notamment par Rachida Dati, mais évidemment par le gouvernement Macron depuis longtemps, il le souhaitait, et ça a été rejeté. Je vous laisse regarder ce résultat des votes, ça fait toujours plaisir, c'est LCP qui nous l'annonce. Le scrutin est clos. Votant 132, exprimé 132, majorité 67 pour 94 contre 38. L'Assemblée nationale a adopté. Et on va passer tout de suite au top. Et oui, comme le veut la tradition, effectivement, après le préambule. Alors ça se passe, donc ça c'est un vrai top, hein, parce qu'il y a des tops paradoxaux, c'est un petit peu bizarre les tops, mais c'est comme ça. Là c'est un vrai top, c'est BFM TV, et c'est Igor Saïri, envoyé spécial, qui va confirmer les informations du journal israélien Haaretz, qui fait le job, hein, vraiment depuis le début du conflit, même avant, qui fait son vrai travail de contre-pouvoir, et je vous laisse regarder cet extrait, on en parle juste après. Partons tout de suite en Israël, à Jérusalem. Vous retrouvez Igor Saïri, vous êtes l'envoyé spécial de BFM TV sur place. Vous avez pu rencontrer l'un de ces journalistes d'Haaretz, le quotidien, qui révèle cette affaire. Que vous a-t-il dit ? Ouais, ce journaliste de Haaretz que nous avons rencontré avec Fantine Danzer persiste et signe. C'est donc l'une des trois plumes qui a mené cette enquête pour le journal quotidien israélien et qui a fait témoigner au moins 5 soldats de l'armée israélienne présents à Gaza. Et oui, il nous explique qu'il y a eu bien ordre de la hiérarchie de disperser les foules de Gazaouis venant chercher de la nourriture dans ces centres de distribution pour tenter de contrôler cette masse de population parce que les soldats israéliens à Gaza n'ont pas d'autre moyen de communiquer avec les Gazaouis parce qu'ils n'ont pas d'autre personnel pour gérer cette distribution d'aide humanitaire. Ils n'ont que les armes à feu pour pouvoir communiquer avec les Gazaouis. Voilà, ce sont ces mots qu'il a prononcés. Ils ne sont pas formés pour ça, ces jeunes soldats. Il n'empêche que tous les jours, cela fait des morts civils, non armés, qui étaient simplement venus pour se nourrir. Ces 400 de distribution à Gaza, sur une période aussi courte, ne peuvent mener qu'à ce chaos et qu'à ce drame. Et non, Benjamin Netanyahou et Israël Katz n'ont pas raison de dire que ces témoignages sont faux. C'est bien vrai, voilà ce qui se passe à Gaza et voilà ce que les Israéliens doivent savoir de cette réalité. Évidemment, pour la plupart des journalistes, notamment, y compris du service public, Haaretz reste un journal islamo-gauchiste, voire antisémite, ce qui pose un léger problème quand même de confraternité d'une part. Non, ils font vraiment le job, ils ont recoupé leurs informations. Je trouve ça assez formidable parce que j'aime bien dire, et je le répète souvent sur ce plateau, ce qui compte, c'est quand l'histoire nous donne raison. Et là, y compris les médias israéliens expliquent à quel point l'histoire tristement nous donne raison, puisque là, on parle de victimes civiles, de nouveau, qui sont abattus alors qu'ils viennent chercher un bol de farine. Enfin, c'est tout à fait dramatique tout ça. Et justement, c'est aussi assez original qu'un média dit mainstream relaie et cite un média qui l'aurait jamais cité auparavant. J'étais très surpris et ça vient dans la lignée. On avait fait une chronique spéciale sur ça, sur le retournement, le revirement des grands médias, effectivement des médias mainstream. Et là, c'est encore une preuve et je suis vraiment, bravo BFM, je les mets dans les tops. Hein. Je reconnais quand ils font le job et là, ils ont fait vraiment le job et bravo à une nouvelle fois à mon confrère Igor, à notre confrère Igor Saïri. Mais pendant ce temps-là, justement, dans un studio bien chauffé, on a un vieux routard des plateaux qui récite un classique révisionniste.
lui, ne s'en sortira pas. Je ne sais pas, là, je parle souvent de la bunkérisation de ces intellectuels en chemise blanche à jabot, quasiment. Évidemment, on parle de BHL, hein, Bernard-Henri Lévy, et il va continuer, donc, depuis son bunker de Radio J, de verser, comme tu le dis, dans la négation, pour employer un terme léger, où il va expliquer que c'est plus compliqué que ça. Et c'est toujours leur truc, c'est toujours de dire, non, on a des témoignages de militaires israéliens expliquant qu'on a tiré, le gouvernement a demandé à ce qu'on tire sur les civils de façon à créer un chaos total au moment où ils viennent pour les distributions alimentaires. Lui, non, c'est plus compliqué que ça. Je vous laisse l'écouter. Il y a une dernière polémique. Oui. Israël accusé d'avoir ordonné à son armée d'avoir tiré sur des civils à Gaza près des centres de distribution alimentaire. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, j'ai regardé de près l'article du Haaretz en question dans ces deux versions. Il faut dire que c'est le Haaretz qui est un journal. Dans ces deux versions, en anglais, en hébreu, je crois comprendre que version anglaise dit ce que vous venez de dire là. La version originale dit que l'armée a tiré en l'air, en direction de la foule et sans doute en l'air. Une distribution d'aide humanitaire dans un pays, dans un endroit comme Gaza, vous savez, c'est pas la distribution aux sans-abri, boulevard de Sébastopol. C'est en effet des masses de gens désespérés c'est un chaos, c'est des provocateurs, c'est le Hamas dont on découvrira peut-être qu'il a donné l'ordre de perturber cette distribution devant les liens organiques entre l'UNRWA et le Hamas. Israël a fait une chose qu'honnêtement ont fait très peu de pays en guerre, a décidé d'inventer avec l'Amérique, avec les États-Unis, un autre système d'aide humanitaire. Donc ils ont monté un système alternatif. Mais vous n'y croyez pas, ces accusations portées sur Israël? Attendez, ils ont fait un truc rare, extraordinairement difficile. Un système de distribution d'aide alimentaire, ça ne se décide pas comme ça. C'est une complexité diabolique. Faire en sorte que cette distribution d'aide alimentaire soit sécurisée, que le Hamas ne vienne pas les confisquer, qu'ils ne viennent pas voler les denrées alimentaires pour aller les revendre au marché noir. Faire en sorte que ce soit vraiment gratuit, que les 2 millions de repas par jour soient effectivement distribués. Complexité diabolique. Et chez nos voisins, on sort justement les produits ménagers pour décrasser les coulisses de l'info. Ah, allez, on sort les lingettes biodégradables et on sort quasiment le Karcher, comme dirait un ancien président à talonnette. Non, ils sont admirables. J'en parle souvent de nos confrères belges. Alors, ils ont le fameux cordon sanitaire qui empêche l'extrême droite en direct, de proférer les pires saloperies. Et puis, donc un Zemmour ne pourrait pas passer en direct sur un plateau en Belgique. Et puis, en Belgique francophone, je le précise. Et puis, ils ont cette rigueur, je trouve, assez extraordinaire. Et quelqu'un est venu débiter. Alors, j'ai envie de dire, on va voir un extrait, des conneries qui sont presque acceptables par rapport à celles qu'on peut entendre sur les télévisions françaises. Et eux vont absolument réagir au quart de tour de manière éthique, déontologique. Alors je sais que c'est des gros mots pour la plupart des chaînes françaises, mais ils vont faire le job. Et cette personne, ce personnage, ce menteur compulsif va être interdit de plateau tout simplement. Et c'est une bonne chose. Je vous laisse écouter. Se devait de revenir sur des propos extrêmement choquants qui ont été prononcés sur notre antenne. Des propos absolument scandaleux et surtout factuellement complètement faux. Tout d'abord, au nom de la rédaction, nous vous présentons nos excuses à toutes celles et tous ceux qui ont pu être choqués d'avoir entendu ces mots sur notre antenne. Que les choses soient claires, ces mots de ce chroniqueur que vous ne reverrez plus sur LN24 sont à l'opposé du travail que réalisent chaque jour nos journalistes pour vous apporter une information factuelle et vérifiée. Ce chroniqueur a déclaré notamment que les camions d'aide n'ont jamais cessé d'entrer à Gaza. J'ai entendu tellement d'inexactitudes qui sont prises pour des certitudes avérées. C'est-à-dire, Jean-Marc dit il faut que l'aide humanitaire arrive. Les camions n'ont jamais cessé de rentrer à Gaza, jamais. On a beau faire des couves de l'humanité en traitant Netanyahou d'affameur de Gaza. C'est faux, Israël a décrété un blocus humanitaire, il suffit de taper ça sur Internet. Il y a des Gazaouis qui mangent des crêpes au Nutella. Au même moment où cette couve de l'humanité sort, il y a des stories sur TikTok de Gazaouis qui mangent des crêpes au Nutella. Il a aussi dit que la famine à Gaza était un hoax. La famine, ce n'est pas exactement ça. C'est un hoax. La famine, si vous voulez, c'est pas exactement ça, à mon sens. Il y a quand même des milliers, Alors, des attendez, milliers de Saskia.
gens qui attendent devant Gaza avec de l'aide humanitaire. Non. Il y a 20 millions de repas qui ont été distribués par la Gaza Humanitarian Combien de morts? Foundation. Combien de morts? Mais zéro. Zéro mort à Gaza. Zéro. Les seuls qui sont morts, ils ont été tués par le Hamas parce qu'ils allaient chercher de l'aide chez les Américains et les Israéliens. Au-delà du caractère odieux de cette déclaration, non, ce n'est pas un hoax, c'est sourcé, et ce chroniqueur devrait justement vérifier ses sources et enfin dire que les images de Gaza sont des mises en scène, une opération de propagande anti-juive avec ce mot Pallywood, contraction entre Palestine et Hollywood, c'est tout simplement une connerie. S'il existe des mises en scène, et c'est pour ça qu'il faut être doublement attentif en période de guerre, en période de propagande, eh bien non, les images que nous vous montrons tous les jours à Gaza sont loin d'être des mises en scène. Et donc on a une nouvelle chaîne d'information privée qui a fraîchement débarqué, qui entre justement dans la danse médiatique avec une grâce toute printanière. Alors est-ce que les promesses vont être tenues? À voir. Alors, printanière, je pense que tu fais allusion au printemps républicain, bien évidemment, puisque c'est la chaîne d'Eindhoven, payée par un milliardaire des pays de l'Est, dont on ne connaît pas l'origine de la fortune, d'ailleurs. Je le redis, mais ce serait vraiment intéressant qu'on s'y penche quand on aura le temps, peut-être pendant les vacances. Ils avaient promis, alors Monts et Merveilles, ils avaient été auditionnés à l'Assemblée nationale, notamment, ils avaient promis Monts et Merveilles, et que ça allait démarrer sur les chapeaux de roue, que ça allait être des débats sur l'Europe, sur machin, sur bidule. Et je vous laisse regarder les premiers pas de cette chaîne de télévision. Regardez bien une journée type. Donc on a, comme vous le voyez, des émissions de décoration. Ensuite, on a Faites comme chez eux, encore de la décoration. On a ensuite Chiens et chats, ça va durer toute la journée. Un truc sur les chiens. Alors j'aime bien les chiens et les chats, mais enfin, faut pas déconner. En plus, il y a des émissions complètement recyclées. Donc ça va durer, regardez, ça va durer toute la journée. Ensuite, on a La Terre des géants, ça va parler des dinosaures. C'est Mimi les dinosaures, hein, mes enfants, ils aimaient bien quand ils étaient petits. Mais ça va durer jusqu'au soir, à 23h et quelques. Enfin, ce ne sont que des choses recyclées. Je m'interroge vraiment sur le cahier des charges, à savoir si c'est pour ça qu'on leur a attribué une chaîne, alors que, voilà, quoi, je veux dire, sur la TNT, il y avait d'autres chaînes, suivez mon regard, qu'auraient pu largement mériter avec un projet absolument bétonné, qu'auraient pu mériter, notamment au nom du pluralisme, et c'est eux qui héritent de ça, et ils ne repassent que des émissions à la con, et c'est depuis le début comme ça. Alors, on m'a objecté, je le précise, puisque je l'ai dit sur les réseaux sociaux, que c'était quand même assez troublant d'avoir des émissions aussi pourraves et recyclées d'il y a 5, 6, 7, parfois 10 ans. On m'a objecté, oui, mais ils ne font que démarrer. C'est exactement l'inverse. J'ai deux expériences, deux expériences de redémarrage de journaux qui étaient en difficulté. Voilà. Donc, quand on crée ou quand on relance un média, évidemment que dès le départ, on va mettre le paquet et c'est là qu'on va sortir les principales infos, les principales enquêtes, peut-être des sondages un peu importants, et on va inviter des gens pour en débattre, un fait de société, une révélation, quelque chose. On commence par attirer, je veux dire, c'est comme dans le couple. Vous n'allez pas, à la première rencontre avec votre futur prétendant ou prétendante, vous n'allez pas aller à minima, venir en survêtement et puis aller chez McDo. Je veux dire, c'est évidemment qu'au départ, on essaye de séduire un tout petit peu. Et là, ils font exactement l'inverse. Alors qu'ils ont les moyens, je répète, Kretinsky est un milliardaire des pays de l'Est, qui a largement les moyens. Donc ça veut dire qu'ils ont peut-être une pratique, une fabrique, une conception de l'information qui n'est pas exactement la même que la nôtre, par exemple. Et du coup, là, on se rend compte quand la rigueur, justement, déontologique devient un peu un concept digne d'un sketch. C'est André Berkoff. Je ne connaissais pas, comme dirait Émeric Caron vis-à-vis de Jean-Jacques Bourdin, je ne connaissais pas ce côté humoristique d'André Berkoff. C'est complètement hallucinant. Il va donner... André Berkoff, donc c'est un complotiste, c'est un journaliste de salon, c'est un journaliste que je classerais à la droite extrême pour être très gentil, très très gentil, mais c'est un complotiste. C'est lui, par exemple, qui avait, au moment de l'affaire Mamoudou Gassama, ce fameux héros qui avait sauvé un petit gamin qui était pendu au balcon, il avait théorisé le fait en disant moi je suis journaliste, il faut que je fasse des recherches, je me contente pas de ce que je vois, il faut que j'aille fouiller, qui avait dit que c'était un complot, c'est-à-dire que ça avait été préparé, qu'on avait accroché un gamin de 5 ans ou je sais plus quel âge il avait, on avait accroché un gamin à un balcon en plein Paris pour qu'il puisse monter et qu'on héroïse en gros, qu'on fasse de ce garçon d'origine africaine un héros et qu'il soit naturalisé et qu'il soit glorifié. Je veux dire, ce mec est complètement barré, et bien c'est lui qui va nous donner une leçon de journalisme, d'éthique, notamment journalistique. Je vous laisse écouter, c'est hallucinant. C'est que voilà quelqu'un, que ce soit Patrick Cohen ou quelqu'un d'autre, qui argumente, qui dit les choses, alors qu'il n'a pas fait le moindre compensement de prémisse d'une enquête.
Le journalisme, c'est aussi l'enquête. Quand on vient parler, c'est qu'on sait où on en est, on a un certain nombre de faits ou pas. Et si on n'a pas des faits, on reste conditionnel et on dit écoutez, je doute. Et là, c'est extraordinaire parce que effectivement, vous savez, il avait fait la même chose sur Crépol, hein. Et rappelez-vous Crépol, il a fait exactement les la même trois chose, journalistes qui ont publié un livre, voilà, en disant mais non, c'était une rixe, oui, etc. Donc il y a vraiment un problème là, je trouve assez grave. Et je finirai sur cette image. Ce genre de journaliste, je le dis moi à titre personnel, c'est que moi je vais regarder les coups, quand il passe à la télévision, il y a des rougeurs sur le cou, c'est parce qu'il vient d'enlever sa laisse. Et je le dis. Quand je le... Alors, on va... Alors, place au flop. On a une personne qui dénonce l'injustice, mais à qui parle-t-elle vraiment? Certaines fréquentations rendent le message difficile à entendre. Et oui, c'est l'énarrable Christine Kelly qui va... parler, alors elle n'y connaît rien du tout. Alors j'ai écouté des heures et des heures, d'ailleurs j'espère que j'aurai la retraite plus tôt. J'ai écouté des heures et des heures de ses émissions, de ses discours. Elle n'y connaît rien, mais elle disserte sur à peu près tout, ce qui est un peu le principe notamment de CNews. Oui. Et là, elle va fustiger la justice française en expliquant que notamment, enfin vous allez l'entendre, mais que notamment dans les écoles de la magistrature, on apprend, et dans les écoles de droit, on apprend à faire en sorte que les gens n'aillent pas en prison. Je ne sais pas d'où elle sort ça. Enfin bon, alors qu'on a les prisons les plus surpeuplées, enfin je veux dire d'Europe, l'une des prisons les plus surpeuplées d'Europe, si on compte notamment les ex d'Hom-Tom. Et bien elle va y aller gaiement. Elle qui défend par ailleurs l'enfance en danger. Bon, elle a ses marottes comme ça, qui sont plutôt bien. Hein, c'est bien de défendre aux côtés du député socialiste Philippe Brun. Et elle va expliquer doctement que oui, la justice est totalement laxiste. Je vous laisse écouter. Lorsqu'on déplace ce débat, on ne veut pas voir que la justice ne veut plus punir. Dans les universités de droit, on vous apprend que la justice, qu'on ne doit pas mettre en prison, qu'on fait tout pour ne pas mettre en prison. Donc en amont, c'est une ligne éditoriale pour ne pas mettre les gens en prison. La justice, aujourd'hui, est atteinte d'une maladie dégénérative, mais ce n'est pas elle qui souffre, ce sont les Français qui souffrent, ce sont les Français qui payent. Bon, j'ai cité le député socialiste Philippe Brun, c'était une petite pique pour lui dire qu'il ferait bien de faire gaffe à ses fréquentations. Simplement, je transmets effectivement cette histoire de justice laxiste et puis je félicite Christine Kelly pour sa défense de l'enfance en danger et je transmets évidemment à son ami Jean-Marc Morandini, condamné en appel pour une affaire de pédocriminalité. Je trouve ça un peu gonflé quand même. Alors le micro devient un peu un mégaphone justement pour distiller de vieilles rengaines sur les bons et les mauvais élèves de la République. Oui, on avait ici disséqué le propos d'Abnous Shalmani, donc, qui est d'origine iranienne, qui est soi-disant écrivaine ou essayiste, enfin je ne sais pas trop. En tout cas, c'est une printanniste, hein, une proche du printemps républicain. Et elle avait tenu des propos sur LCI, expliquant que les jeunes femmes d'origine maghrébine, enfin les très jeunes femmes d'origine maghrébine, puisqu'elles étaient scolarisées, devaient surtout ne pas avoir de bonnes notes, sinon leur grand frère leur disait tu te serais pris pour une blanche, wesh. Donc tu arrêtes, tu descends, maintenant tu redescends, tu vas avoir des mauvaises notes, sinon tu vas voir ce qui va se passer. Et que donc elles avaient des mauvaises notes. Évidemment, on avait tous bondi, et y compris sur ce plateau, en expliquant très tranquillement que bah non, la réalité des faits, et à savoir y compris tous les rapports sur cette question-là, prouvaient que les jeunes femmes d'origine maghrébine, qui sont françaises autant que toi et moi, oui, mais d'origine maghrébine, présumées, sont au contraire réussissent mieux pour des raisons évidentes de sortie de leurs conditions, enfin, ou de leur assignation présumée par la société, leur assignation de femmes, futures femmes au foyer, ou je ne sais quoi. Et donc, c'était complètement faux. À tel point, et ce qui n'arrive jamais, à tel point que Pujadas a dû s'excuser, présenter des excuses la semaine suivante pour dire que, bah non, ce que vous avez dit était complètement faux. Eh bien, on remet le couvert, mais alors là, on n'est plus dans la nuance en s'appuyant sur des études complètement bidons, comme l'a fait Shalmani, comme le fait régulièrement Shalmani. Là, c'est Céline Pina, qui, elle, pour le coup, est une véritable raciste, mais alors de première classe, hein, je crois qu'elle voyage en première classe avec une carte VIP, et elle va embrayer, elle, sur les jeunes Arabes qui réussiraient moins bien que les Français de souche, et elle va utiliser quelque chose d'absolument dégueulasse. Je vous laisse écouter. Et ça a été repris par les concernés eux-mêmes. Je vous laisse écouter, on en reparle juste après. La plupart des gamins qui ont eu des structures d'éducation, à la fin,
quand vous regardez quand même chez les immigrés qui réussit et qui ne réussit pas, et que vous rentrez dans le détail et que vous voyez l'importance accordée aux études, c'est curieux. Chez, par exemple, les Asiatiques, l'importance accordée aux études est très importante. Les enfants réussissent mieux que les natifs. En revanche, dans les pays du Maghreb, on estime que l'école, l'éducation, tout ça, c'est une perte de temps. Résultat, les enfants maghrébins et les enfants turcs sont parmi souvent ceux qui échouent le plus à l'école. Et c'est lié aussi à un investissement des familles. Donc, c'est un ressort absolument classique de l'extrême droite. Ils vont utiliser nos amis d'origine présumée asiatique pour expliquer que eux, on a parlé déjà il y a 2 semaines, je crois, que eux sont gentils, que eux ne brûlent pas de voiture, que eux réussissent mieux. Ils en ont rien à foutre des Asiatiques ou des gens d'origine asiatique. Ils en ont rien à cirer. Ils utilisent les Asiatiques pour mieux taper sur les Noirs et les Arabes. Et c'est heureusement, il y a plein de vidéos. Je vous invite à aller voir. Il y a plein de vidéos face cam, donc de gens qui se filment en expliquant que lâchez-nous la grappe, arrêtez de nous instrumentaliser, nous les Asiatiques, pour mieux taper sur les Arabes et les Noirs. Et donc, ils ne sont pas dupes. Mais eux vont toujours... Alors, c'était Pascal Praud l'autre fois, là, c'est Céline Pina. J'espère sincèrement qu'un jour, ces gens, pardon de le dire comme ça, mais paieront, au moins sur un terrain judiciaire, parce que on ne peut pas continuer comme ça de manière... puisque l'ARCOM ne fait rien, on ne peut pas continuer de manière comme ça aussi éhontée de taper sur des populations, d'appeler... Quand on appelle, vous savez qu'on les appelle médias Mill Collins, on n'est pas très loin. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose c'est un appel permanent à la haine, à la stigmatisation, et on sait comment, dans certains pays, on sait, y compris en Europe, à certaines époques, comment ça s'est terminé. Donc j'espère qu'on va un jour tourner la page de tous ces gens, de tous ces racelards qui ont pignon sur eux. Merci Mourad. Maintenant, on va passer au microscope. Tu as décidé de nous parler de l'extrême droite qui perd son sang-froid. Ah oui, et c'est une semaine particulière, alors c'est régulier, mais c'est une semaine particulière parce qu'il y a eu en quelques jours, à peine, il y a eu plusieurs épisodes où c'est parti complètement en live et je vais vous montrer quelques exemples. Et justement, il y a eu un duel musclé entre une eurodéputée et une journaliste qui ne cache plus du tout ses inclinaisons idéologiques et donc l'arène médiatique dans ce qu'elle a de plus cru, on peut dire. Oui, alors... On peut jouer sur le jeu de mots de la reine. La reine ou la reine, c'est Sonia Mabrouk, qui va recevoir Manon Aubry et qui va littéralement, mais vraiment, je le pense, très simple, je vais vous laisser apprécier, mais je pense qu'il a littéralement perdu pied, elle a complètement lâché la rampe en fait. Hein. Là, on n'est plus dans le journalisme, on est dans le point de vue. Et vous allez observer, alors c'est assez... c'est un point commun à tous ces gens des médias d'extrême droite. Ils ont toujours, vous savez, les yeux mi-clos, comme ça, et puis un sourire hautain, un sourire méprisant pour les gens qui reçoivent, quand c'est évidemment des gens de gauche. Oui. Et ça va être le cas avec Manon Aubry. Alors on va regarder ça, quand je parle de mépris et de morgue, qu'elle ne réserve qu'aux élus de gauche, évidemment, Sonia Mabrouk. Vous allez voir comment elle va traiter d'emblée Manon Aubry, je rappelle, qui a été tête de liste pour la France Insoumise aux Européennes. Quand vous posez des questions sur la lutte contre l'islamisme, vous n'avez pas envie de répondre, vous parlez d'autre chose. Non, moi je vous parle... Ça vous dérange? Mais non, mais la lutte contre le dévoiement d'une des religions, oui. Par contre, moi, ce qui me dérange, c'est que du matin au soir, y compris à cette antenne, on pointe du doigt les musulmans juste par le fait de leur religion. Alors, parlons et ça, moi, je ne le supporte pas, Madame Mabrouk. Et vous me verrez toujours à votre antenne le combattre ardemment de toutes mes forces. C'est gentil de parler de ma propre religion. Non, 2 employés de l'agence Orpi, Madame Manon Aubry. Sonia Mabrouk, vous ramenez à vous, on parle de millions de personnes dans notre pays. 2 millions de personnes dans notre pays. Parlons-en. 2 employés de l'agence Orpi, licenciés depuis, qui ont eu une altercation, mais je vais dire les choses de manière objective, qui ont insulté aussi et pris à partie Rima Hassan. Dites les termes exacts qui ont été utilisés. On va brûler ta Palestine. Cette dernière a filmé, je vais tout dire, cette dernière a filmé la scène et l'a partagée sur ses réseaux. Alors, on pourrait penser que j'interprète, je surinterprète, que voilà, que c'est mon regard et que je donne mon point de vue hyper subjectif. Non. Parce que, par exemple, sur le cas Boualem Sansal, alors que ça fait la 50e fois qu'elle revient là-dessus avec des trémolos dans la voix, comment Sonia Mabrouk, elle va sortir factuellement un mensonge concernant notamment un vote qui touchait à la situation de Boualem Sansal, un vote au niveau européen et qui n'a pas été voté par la France Insoumise et pour des raisons qui sont autres que celles qu'elle va avancer. Je vous laisse écouter. Je vous pose une seule question. Vous n'avez pas honte ? Honte de quoi? Vous êtes abstenue Sonia Mabrouk. Sonia Mabrouk. Non. À aucun moment, il n'y a eu un vote
simplement sur la libération de Boualem Sansal. Vous savez, Sonia Mabrouk, je viens souvent à votre interview, vous m'invitez régulièrement. À chaque fois, vous m'avez posé une question sur Boualem Sansal. Oui, c'est un otage aujourd'hui qui est toujours dans les mêmes et tôles. j'observe d'ailleurs qu'en revanche, les otages français qui sont détenus par exemple en Iran, vous n'en avez parlé à aucune reprise. C'est drôle, vous ne devez pas écouter souvent la grande interview. En tout cas, vous m'avez jamais posé de questions dessus, chacun pourra aller vérifier. On vient de démarrer l'entretien. Donc, je vous dis que à la fois Boualem Sansal, mais aussi tous les otages, tous ceux qui sont détenus illégalement. Mais vous le savez très bien, et j'ai déjà eu l'occasion de m'expliquer, Sonia Mabrouk, ce texte au Parlement européen auquel vous faites référence portait non seulement sur la question des voies de recours pour Boualem Sansal, mais nous avons un écrivain franco-algérien. Écoutez-moi jusqu'au bout, Sonia Mabrouk. Comment est-ce qu'on peut imaginer un quart de seconde que des députés européens de gauche ne votent pas quelque chose qui appellerait simplement à la libération d'un ressortissant français, en l'occurrence Boualem Sansal, quel que soit son camp politique. Enfin, on s'en moque éperdument. Évidemment que c'est impossible, sauf qu'il faut faire croire ça. Croire que, pour des raisons idéologiques, les députés de gauche au Parlement européen ou à l'Assemblée nationale sont pour le maintien dans l'incarcération de Boualem Sansal. Ça n'a que très peu de sens. Et je trouve que Manon Aubry a fait preuve de retenue. Moi, j'aurais été beaucoup plus virulent, voire même j'aurais peut-être quitté le plateau. Et ça se termine par... Enfin, ça se termine, pas vraiment, mais ça se poursuit par des propos extrêmement tendancieux sur la marche des fiertés. C'est-à-dire que l'autre idée, donc, la France insoumise serait pour le maintien d'un écrivain franco-algérien en prison pour ses idées. Et l'autre propos, c'est que sur les questions d'homophobie ou des questions de défense des LGBTQI+, eh ben, ils ne sont pas clairs non plus, puisqu'elle va tenir, donc toujours Mabrouk, des propos tendancieux sur la marche des fiertés et sur le régime iranien. Ça n'a absolument aucun sens. Elle est députée européenne, Manon Aubry. D'ailleurs, elle va lui rappeler, je vous laisse écouter. Vous êtes allé soutenir une grande marche des libertés à Budapest ce samedi. C'est aussi une grande cause, je suppose, pour apporter votre soutien à la Pride pour les droits LGBTQIA+. C'est important, d'autant plus qu'elle a été interdite par M. Erdogan, mais autorisée par le maire de Budapest. C'est sûr que c'est plus facile que d'être à Alger ou à Téhéran. Madame Sonia Mabrouk, ou même à Gaza. Quand vous m'avez présenté au début de l'interview, il y avait quoi dans mon titre? Peut-être on peut remettre mon bandeau. Ah, vous vous rappelez que vous êtes eurodéputée maintenant? Députée européenne. Tout à fait. Eureka. Comme Rima Hassan. Donc, en tant que députée européenne, oui, je m'inquiète du recul des droits fondamentaux dans l'Union européenne. Et quand Viktor Orban... Et pas ailleurs dans le monde. Et quand vous vous intéressez à la Palestine, c'est pas dans l'Union européenne, semble-t-il. Oui, mais il y a des leviers de l'Union européenne pour mettre fin au génocide. C'est toujours la même chose. Quand on combat le génocide à Gaza, quand on combat les frappes de civils au Moyen-Orient, enfin l'embrasement du Moyen-Orient par Israël, à chaque fois, on a le droit. Le Soudan et la Syrie et les Ouïghours. Je veux dire, comme si on pouvait être sur tous les fronts et comme si eux-mêmes, en gros, reconnaissaient que, oui, ok, on n'en a rien à foutre de Gaza, mais vous non plus, vous n'en avez rien à foutre du Soudan. Vous voyez, il y a quelque chose d'un peu psychanalytique et qui est complètement malhonnête, je trouve. Alors par contre, je vous rassure, une fois de plus, qu'elle n'est pas comme ça avec tout le monde, puisqu'elle a reçu Marion Maréchal Le Pen dans la foulée, qui a eu un traitement bien plus favorable. Écoutez la douceur. La démonstration qu'aujourd'hui, nous avons une politique de naturalisation, d'obtention de la nationalité beaucoup trop laxiste, trop peu exigeante, puisque des gens comme M. Delogu ou Mme Rima Hassan l'ont obtenue pour en faire quoi? C'est-à-dire pour aller faire l'apologie de régimes qui aujourd'hui crachent sur la France. Donc ce ne sont pas de bons Français à vos yeux? Ah bah excusez-moi, je ne sais pas ce qu'a aujourd'hui de français Rima Hassan, à part la carte d'identité, quand je la vois à mes côtés au Parlement européen, parce que vous savez qu'elle est députée européenne aujourd'hui. Alors, autre plateau, autre ambiance, justement, quand garder son calme face à la meute devient un peu un acte de résistance. Vanessa Hedberg, c'est une avocate parisienne qui est formidable, je la connaissais peu. Là, je l'ai découverte au fil des semaines avec ses passages dans les médias d'extrême droite. Alors, changement de plateau, on n'est pas très loin puisqu'on est quand même chez CNews. Et elle va se retrouver face à une meute, alors, comme tu dis, mais une meute de débiles, je mets des guillemets, de débiles autoproclamés, ce qui est quand même extraordinaire. Et alors, ils vont apporter la preuve qu'effectivement, c'est une meute de débiles et qu'il n'y a pas que le fait de l'autoproclamer qui le prouve, il y a aussi le fait de les observer. Je vous laisse regarder.
Vanessa Hedberg. Alors la dernière fois, chère Vanessa, qu'on avait échangé sur ce plateau ensemble, c'était un peu vif, c'était un peu énervé. Pas grave. J'ai promis d'être calme. J'ai promis d'être calme. Pas de difficulté avec le débat. J'ai fait un peu de yoga. J'ai fait un peu de yoga avec avant de venir. Alors vous voyez, ça démarre très calmement, puisqu'il va expliquer Gauthier Lebret. Je l'aime bien, mon Gauthier Lebret. C'est mon petit rocker versaillais préféré, avec ses petits costumes là. Il me fait toujours marrer. Gauthier Lebret. Il explique donc, comme vous l'avez entendu, qu'il se serait calmé par rapport à la fois d'avant, où effectivement la fois d'avant c'était assez virulent, et là il dit qu'il a quasiment pris une camomille pour essayer d'être calme avec elle. Sauf que pas du tout, je vous laisse regarder. On est sur un débat concernant le mariage, avec évidemment les méchants immigrés, les méchants migrants qui sont sous OQTF, et qui vont se marier pour pouvoir rester et obtenir rapidement des papiers, très rapidement des papiers. C'est ce que soutient Gauthier Lebret, qui n'y connaît absolument rien, et personne sur le plateau ne connaît le dossier, à part la fameuse avocate Vanessa Hedberg. Je vous laisse écouter. Pas une personne d'extrême droite? Non. Je vous prends un cas précis. Donc, j'ai un Algérien qui était sous OQTF, il se marie à une Française, ils ont 3 enfants ensemble. Il y a des cas où il est expulsé. Ils ont 3 enfants ensemble. Comment expulser un... Ah ben voilà. Et ben voilà. Vous voulez expulser les parents d'enfants français? Non. C'est impossible de garder son calme en fait. Parce que vous me dites, marier quelqu'un sous OQTF, c'est faux de dire que ça le rend inexpulsable. Je vous prends un cas précis, vous me dites oui, il devient inexpulsable parce qu'il a fait 3 enfants à une Française. Donc c'est bien la preuve que le marié lui permette de rester en France et potentiellement d'avoir des enfants avec une femme française, ça le rend inexpulsable. Donc évidemment que le marié, alors qu'il est sous OQTF, ça le rend inexpulsable. Avoir des enfants français, ça le rend inexpulsable, il n'a pas besoin de se marier. Dans votre exemple. Oui, mais en plus, vous lui donnez le droit de se marier, vous savez très bien qu'il ne sera pas expulsé. Donc ça ira encore plus vite. Donc vous considérez que quelqu'un qui a 3 enfants français, on pourrait... C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que le fait de le marier, ça le rend inexpulsable. Alors, et moi, je vous réponds que c'est faux. Et donc, il se fait piéger, en fait, parce que, comme je le dis, il ne connaît rien au dossier, il se fait piéger par la différence entre le mariage, qui d'abord demande il y a des délais, et puis la parentalité. Genre, personne ne vire des enfants, ne vire des parents d'enfants français nés en France. S'ils sont français, qu'est-ce qu'on vire? Si on vire le père qui est sous OQTF, par exemple, qui a des enfants français, qu'est-ce qu'on en fait des enfants? Ça n'a pas de sens. Elle essaie d'expliquer ça calmement, tranquillement. Elle essaye simplement de parler du droit. C'est un peu comme notre cher ami Bélir Nabli, qui, lui, s'épulmonne sur les plateaux à parler droit international, pendant que les autres parlent théologie, Dieu, Judée-Samarie, Saintes Écritures et compagnie, et que lui parle du droit, quoi. Et là, c'est exactement dans le même cas de figure, cette fameuse Vanessa Hedberg, vraiment que je félicite pour son calme, parce qu'elle est quand même assez extraordinaire. Et elle va monter dans les tours, cette meute. Elle va monter dans les tours contre cette avocate qui va continuer à garder son calme. Et donc, je le redis, ils vont s'auto-qualifier de débiles. Ouais, pourquoi pas. Je vous laisse écouter. Vous parlez, des centaines de milliers de gens vous regardent, sont d'accord avec vous, ils disent peut-être que les choses vont changer, mais non. Alors on vous reçoit à 23h et vous nous expliquez pourquoi l'Europe, le droit, les tribunaux administratifs, tout ça, qu'en fait nous serions débiles et que de toute façon il n'y a pas le choix et donc il faut d'abord changer d'idée. Et peut-être que l'aboutissement, ça sera d'épouser un clandestin sous OQTF parce que c'est pas forcément très sympathique à son égard. Je trouve ça infiniment dommage que votre raisonnement ne prenne pas en compte cette matière indispensable à un raisonnement intelligent tout simplement. Il est débile aussi. On a compris qu'on était tous des débiles. Débile. Il y a que des débiles. Pour une fois qu'il est gentil avec les Alors, sur le terrain ou pas, justement, il y a un prétendu reporter qui trébuche sur le nom du lieu, même de son récit. Ah, c'est incroyable ce truc. Ouais. C'est-à-dire que, alors, non seulement c'est une ville archi connue, vous allez l'entendre, c'est une ville que tout le monde connaît pour des raisons parfois pas très agréables, puisqu'il s'est passé non loin de là un tragique accident d'avion il y a une vingtaine d'années, donc que tout le monde connaît, je veux dire malheureusement. Et lui, il va être infoutu de prononcer le nom, sachant qu'il nous la joue, et à chaque fois il joue l'espèce de chihuahua cocaïnomane là, qui s'excite comme ça, et c'est en criant, je l'avais précisé je crois il y a 2 semaines, c'est en criant et en s'énervant comme ça qui va donner l'impression qu'il dit la vérité. Sauf que là, il va chuter, trébucher littéralement, puisqu'il va raconter qu'il a eu un élu de cette ville, qu'on va entendre, et qu'il est au courant de comment s'appelle cette ville, Ramadan City, parce qu'ils font allégeance aux frères islamistes, qui font allégeance à l'islam, le plus radical et compagnie bidule, sauf qu'il est infoutu, comme tu l'as dit, de prononcer simplement le nom de cette ville. Une seule fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois.
On va écouter les 2 premières interventions. Et il est même corrigé par ses camarades de jeu. Je vous laisse écouter. Sa carte à la France Insoumise, ça irait plus vite. Il n'est pas choqué par le voilement des petites filles. Et vous savez que son directeur du parti, son directeur de campagne, c'est le maire de Garges-les-Gonesse. En termes d'islamisation de la France, Garges-les-Gonesse, en termes d'islamisation du pays, c'est top. Et je vais vous dire, il y a un élu LR aujourd'hui que j'ai eu au téléphone, il m'a dit Garges-les-Gonesse, on le surnomme Ramadan City. Alors, à propos de Garges-les-Gonesse, ou Gargues-les-Gonesse, mais comment est-ce qu'on peut sortir ça? Je ne comprends pas quand on se dit journaliste. Et il explique, il dit ouais, mais quand j'irai en reportage, je me rappellerai du nom. Et il essaie de trouver des excuses à la con. Il s'est moqué, Éric Tegner, il s'est moqué de Rima Hassan. Enfin, il s'est pas moqué. Il a dit que Rima Hassan n'était pas députée européenne. Il dit qu'elle est pour lui, elle est députée du Hamas, pour aller vite. Elle est porte-parole du Hamas. Donc il dit députée européenne, vous êtes sûr, machin bidule, sauf que Rima Hassan, elle, et c'est ce que je me suis permis de lui répondre, elle, au moins, elle s'est prononcée Garges-les-Gonesse. Voilà, vous avez enfin le bon nom à prononcer. Maintenant, on passe au coup de cœur. Oui, alors le coup de cœur. J'ai toujours du retard de lecture, mais vraiment, si vous m'avez envoyé un ouvrage, je pensais que tout est dans mon bureau et je suis dessus de manière régulière. Ça s'appelle Une école sous le choc. Le monde enseignant après l'assassinat de Samuel Paty. C'est signé Ismaïl Ferrat et Sébastien Ledoux. Alors c'est aux éditions Le Bordelot Document. Pourquoi je vous parle de ce livre? Parce que ça fait partie des choses que j'apprécie particulièrement. C'est-à-dire que, évidemment, on pourrait dire un énième livre sur l'assassinat de Samuel Paty, qui est survenu en octobre 2020, à Conflans-Sainte-Honorine. Et je trouve qu'il y a eu comme ils le disent très bien en 4 de couve d'ailleurs, et puis c'est développé au fil de l'eau, c'est qu'il y a eu énormément de réactions politiques, il y a eu énormément d'expressions politiques, il y a eu notamment le fameux fonds Marianne, l'escroquerie du fonds Marianne avec des gens aussi peu recommandables comme Mohamed Sifawi ou l'ex-ministre Marlène Schiappa, qui est à l'origine de cette escroquerie en bande organisée. Enfin, c'est absolument abject. Finalement, qu'on a très peu... Alors, à la fois fait parler les enseignants eux-mêmes sur cette affaire et qu'on les a consultés et qu'on a essayé de chercher quel impact ça avait sur leur vie personnelle, leur vie professionnelle. Et c'est pour ça que ce livre a été rédigé. Je trouve ça très bien parce que ça corrige quelque chose qui ne va pas et que je souligne assez régulièrement. À savoir qu'on fait souvent parler les professionnels de la profession, notamment sur les plateaux de télé. On fait souvent parler des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam, par exemple, ou avec les femmes sur le voile islamique. On fait parler des gens qui vont parler des vieux, qui vont parler des jeunes alors qu'ils n'y connaissent rien. Donc on fait, voilà, là pour une fois, ils ont fait ce travail que je trouve essentiel d'analyse et de parole des enseignants sur cette question de l'assassinat, de l'après-assassinat de Samuel Paty. Ça s'appelle donc Une école sous le choc, le monde enseignant après l'assassinat de Samuel Paty. C'est signé Ismaïl Ferrat et Sébastien Ledoux et c'est chez Le Bordelot Document. L'autre coup de cœur, alors qui n'est pas vraiment un coup de cœur, mais je voulais rendre hommage à notre confrère, à l'un de nos confrères, Ismaïl Abou Attab, qui était malheureusement, qui a été assassiné par l'armée génocidaire israélienne, alors qu'il était en terrasse dans un café, comme d'autres civils par ailleurs, et qui ont été massacrés donc, par l'armée israélienne. Il fait partie des très nombreuses victimes, notamment journalistes. On ne va pas les mettre à part, mais n'empêche que c'est quand même symptomatique. Il a été assassiné, donc ce photoreporter a été assassiné le 30 juin, sans aucune raison, évidemment, si ce n'est qu'il faisait partie de ce groupe de gens qui étaient là en bord de mer, pendant qu'on pilonnait, d'ailleurs par ailleurs, il y a d'autres images, on pilonnait des bateaux de pêche qui essayaient d'aller récupérer des poissons en mer. Enfin, je ne comprends pas. Donc je lui rends hommage, on voit son portrait. Et la Fédération internationale des journalistes, alors j'aimerais leur poser la question, et je leur poserai évidemment en direct, mais j'aimerais leur poser la question, ils ont établi à 174 ou 173, je ne sais plus, le nombre de journalistes assassinés. C'est plus. C'est beaucoup plus. Et donc je ne comprends pas, alors j'ai l'impression qu'on retombe dans une espèce de discussion, de débat qui veut qu'on puisse comptabiliser ou pas les journalistes en fonction du fait qu'ils aient été assassinés, je dis bien assassinés, à dessein, parce qu'ils sont repérables, assassinés
pendant leur travail, pendant leur journée de travail en gros, ou alors en dehors de leur journée de travail. Sauf que c'est pas du tout, ça marche pas comme ça. On sait très bien qu'en Israël, on connaît les journalistes, on connaît leur adresse, on connaît leur profil, on connaît leur nom, et qu'ils vont être assassinés parce qu'évidemment ils sont journalistes, mais ça peut se passer la nuit, ça peut se passer le jour, ça peut se passer au moment où il va recharger ses batteries, au moment où il va envoyer ses photos. Enfin, il n'y a pas de règles. On n'est pas dans une guerre. C'est pas une guerre. C'est un crime. C'est une série de crimes contre l'humanité, dont l'assassinat des journalistes, qui est condamné évidemment par l'ensemble de la communauté internationale, va avoir lieu. Donc j'aimerais savoir pourquoi la FIJ a mis le curseur à 173 alors que je pense qu'on est au-delà des 240 à minima. Donc j'espère qu'on aura la réponse. Évidemment, si j'ai la réponse, ou quand j'aurai la réponse, je vous la donnerai. La toute dernière chose, vous avez encore quelques semaines. C'est au Musée de l'Homme pour assister à une exposition sur le wax, donc ces fameuses tenues africaines, que je croyais africaines, qui ne le sont pas. J'en avais parlé vite fait, mais vraiment, je vous invite à aller la voir. C'est l'une de mes amies, d'ailleurs, c'est pas du copinage, mais c'est vraiment très intéressant. C'est l'une de mes amies qui m'avait conseillé d'aller le voir, qui est co-commissaire, qui s'appelle Soloba Diakité, qui m'avait conseillé d'aller voir cette exposition. Et vraiment, j'étais très surpris parce que j'ai appris que c'était un outil colonial, le wax, et que c'était importé par les colons et que c'était pas du tout, et qu'ils avaient fait en sorte que ça donne l'impression que c'est quelque chose d'exotique, de folklorique et compagnie. En fait, pas du tout. Et donc, ça vient remettre les pendules à l'heure. Donc, c'est jusqu'au mois de septembre. C'est au Musée de l'Homme. Donc, exposition sur le wax. Je vous laisse aller voir, évidemment, sur les réseaux sociaux pour trouver tous les renseignements pratiques. Merci Moumou, et on va passer aux remerciements. Oui, on termine par les remerciements. Alors je voudrais saluer Joachim et Marie de la ville d'Orsay qui m'ont croisé dans les rues de Montreuil et qui en ont profité pour me bouffer toutes mes amandes. Parce que pour la petite histoire, je me travaille toujours avec des amandes. J'aime bien grignoter des amandes grillées, et donc je les remercie pas. Et puis on se retrouvera pour le remboursement de tout ça. Il y a Nicolas Lardéchois qui est un fidèle de l'émission. Et je voulais saluer également les équipes. Alors il y a ici à Montreuil un Montreuil Comedy Club. D'ailleurs, il y en a un peu partout des Montreuil Comedy, enfin des Comedy Club. Là, il y a le Montreuil Comedy Club, donc je voudrais les saluer, notamment Émeric Carré et l'Orléans Comedy Club, donc à Orléans, qui est en train de se monter et qui, dès la rentrée, il y a déjà eu des spectacles que je suis allé voir, et dès la rentrée, qui va pouvoir avoir pignon sur rue, et je les félicite et je croise les doigts pour eux, on en reparlera bien évidemment. Il y a également Lionel et Chouchou du Perche qui sont venus à ma rencontre à Orléans et qui sont fans de l'émission, et vraiment j'ai passé une excellente soirée avec eux. Enfin, je passe toujours des super bonnes soirées. Et d'ailleurs, je voudrais relancer quelque chose, même si j'ai beaucoup de sollicitations. Je me permets un message très personnel, mais en lien avec l'émission. Je vais vous montrer le cadeau que j'ai eu pour la fête des pères. C'est une cartographie du Moumou Tour. Donc le Moumou Tour, c'est le tour de France que je fais auprès des internautes qui m'invitent très aimablement. Les internautes donc, de l'émission L'Œil de Moumou, de façon à ce qu'on puisse échanger et à ce que je puisse ne pas raconter trop de conneries et qu'on puisse avoir les uns les autres, enfin quand je parle en leur nom, avoir les uns les autres des éclairages sur leur manière, leur rapport aux médias, leur manière de consommer l'information et ainsi de suite. Et donc ça vient moi m'éclairer très fortement, ça vient nous éclairer très fortement aux médias, et ça vient créer des rapports vraiment absolument géniaux. Donc peut-être qu'un jour il y aura un TripAdvisor Moumou Tour, mais pour l'instant non, ça se passe très bien et je suis très content et je vous remercie vraiment infiniment. Et à partir de la rentrée, puisque les vacances vont arriver assez rapidement, je serai à votre disposition si vous l'êtes pour qu'on se retrouve de manière conviviale et informelle. Merci beaucoup Moumou, et merci à vous. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous nous regardez sur YouTube ou si vous nous regardez à la télévision, l'extrême droite, aidée par des médias financés par les milliardaires, cherche à imposer sa vision en muselant la diversité des voix et en bafouant le pluralisme. Pour riposter, le média lance Riposte, une campagne citoyenne cruciale pour bâtir une chaîne d'information indépendante et populaire. Sur les réseaux sociaux et la TNT francilienne, nous voulons porter les voix qui dérangent, celle qu'on ne veut pas entendre ailleurs. Cette bataille pour la démocratie nous concerne tous, alors rejoignez-nous et soutenez la riposte sur campagne.lemediatv.fr. Merci.